Le soleil se levait sur Ouagadougou avec un éclat pâle, filtré par la fine poussière qui s'élevait des rues en terre battue. La ville s'éveillait lentement, avec les premiers vendeurs ambulants installant leurs étals, les enfants courant pieds nus dans les ruelles et les mototaxis accélérant vers le chaos urbain. C'était un jour ordinaire pour tous, sauf pour lui. Cet homme au regard serein, dissimulé sous un simple manteau, le visage discrètement ombragé par un chapeau de paille, n'était pas un citoyen quelconque. C'était le président. Mais personne ici ne le savait. Ibrahim Traoré marchait seul, sans escorte, sans projecteur. Il voulait voir de ses propres yeux ce que ses conseillers ne lui montraient pas. Il voulait entendre ce que le peuple disait, lorsqu'il ne savait pas être écouté. Ses pas étaient calmes, mais son esprit bouillonnait. Le pays traversait une phase critique, avec des décisions qui pourraient changer le cours de la nation. Et ce jour-là, il avait choisi de descendre du palais, non pas en tant que dirigeant, mais en tant que frère du peuple. Devant lui, un groupe de jeunes discutait bruyamment. L'un d'eux parlait avec colère. « Ils ne font que promettre. Toujours les mêmes belles paroles, et nous, ici, on crève de faim. » Un autre acquiesçait, donnant un coup de pied rageur dans une pierre. « Où est Traoré maintenant? Il parle bien à la télévision, mais il n'a jamais mis les pieds sur ce sol crasseux. » Ibrahim écouta en silence. Ces mots ne blessaient pas son ego, mais son cœur. Il voulait répondre, mais il savait que sa mission ici était d'écouter. Plus loin, il vit une femme âgée essayant de pousser une charrette pleine de bananes, avec difficulté. La charrette était coincée dans un trou de la rue. Sans réfléchir, Ibrahim s'élança pour l'aider. Elle le regarda avec surprise et gratitude. « Merci, mon fils. Qu'Allah te bénisse. » Il se contenta de sourire et continua son chemin. Mais ces simples mots le touchèrent plus que bien des discours au Parlement. En marchant, il remarqua une agitation devant une petite école. 2 enfants se battaient pour un morceau de pain, tandis qu'un 3e pleurait, assis par terre. Une jeune femme mince, probablement la maîtresse, tentait de les calmer. Ibrahim s'approcha, s'agenouilla près de l'enfant en pleurs et lui offrit la moitié du pain qu'il portait dans son sac. « Tiens, petit, ne pleure pas. » L'enfant le regarda avec de grands yeux effrayés. « Tu es comme mon père. » Ces mots résonnèrent dans sa tête. Combien d'enfants étaient sans parents? Combien de veuves et d'orphelins son gouvernement ne parvenait-il pas encore à atteindre? À midi, le soleil brûlait fort, et il s'assit sous un arbre, près d'un marché populaire. Il observait tout en silence, les commerçants qui se disputaient, une jeune femme maltraitée par un homme visiblement ivre, une vieille dame ignorée par les clients. La ville semblait respirer la tristesse. Mais au milieu de tout cela, quelque chose le surprit. Un garçon d'environ 10 ans, vêtu de vêtements déchirés et au regard vif, lui tendit un sachet d'eau glacée. « C'est gratuit, monsieur. Vous avez l'air fatigué. » Ibrahim resta sans voix. Il prit l'eau, regarda le garçon dans les yeux et demanda « Pourquoi me donnes-tu ça ?» L'enfant répondit avec simplicité « Parce qu'un jour, quelqu'un m'en a donné aussi, quand j'avais soif. Et ça a sauvé ma journée. » Le président baissa la tête. Jamais une leçon aussi puissante ne lui avait été enseignée avec si peu de mots. Il décida de suivre discrètement ce garçon. L'enfant marcha à travers les ruelles, traversa un pont étroit et entra dans un bidonville oublié. Là, il s'agenouilla près d'une femme malade, ouvrit un sac et commença à lui donner ce qui restait de sa vente. 2 pains, une bouteille d'eau et un foulard propre. Ibrahim observait, caché derrière un mur fissuré. Le garçon caressait la tête de la femme et lui disait « Tout ira bien, grand-mère. » Traoré sentit sa gorge se nouer. Cet enfant, qui n'avait presque rien, donnait tout. Le président, avec tant de ressources, tant de mots, tant de plans, donnait-il vraiment tout de lui? Était-il digne de l'espoir du peuple? À cet instant, Ibrahim se leva et décida qu'il ne pouvait plus se contenter d'observer. Il s'approcha du garçon, ôta son chapeau et demanda son nom. « Je m'appelle Malik », répondit l'enfant, méfiant. Ibrahim sourit. « Merci, Malik. Aujourd'hui, tu as été mon professeur. » Le garçon le regarda avec perplexité. « Professeur, mais je ne sais même pas bien lire. » Ibrahim sourit, les yeux embués. Plus tard, en rentrant au palais, les soldats faillirent ne pas le reconnaître. Couvert de poussière, pieds nus, le président semblait revenir d'une bataille spirituelle. Il entra en silence dans son bureau, se lava les mains lentement, fixant son propre reflet dans le miroir. L'homme qui le regardait semblait différent,
moins distant, plus humain. Ce soir-là, au lieu d'un discours politique, Ibrahim convoqua une réunion d'urgence avec tous ses ministres. Mais cette fois, il n'apporta ni tableau, ni graphique, ni discours. Il posa une seule question. Combien d'entre vous ont déjà marché sans garde dans les rues qu'ils prétendent gouverner? Le silence qui suivit fut assourdissant. Aucun ne répondit. Certains détournèrent le regard. D'autres firent semblant d'écrire. Ibrahim se leva, posa sur la table le foulard utilisé par la grand-mère de Malik et déclara d'une voix ferme « Tant que ce foulard ne sera pas propre, ce pays ne le sera pas non plus. » Dans les jours qui suivirent, le peuple commença à remarquer des changements étranges. De petites écoles recevaient du matériel neuf. Des centres de santé reculés voyaient arriver des médecins. Des rues autrefois ignorées étaient asphaltées. Mais personne ne connaissait la raison exacte. Jusqu'à ce qu'une vidéo anonyme commence à circuler sur les réseaux sociaux. C'était un enregistrement flou, réalisé avec un vieux téléphone. On y voyait un homme aider une vieille dame, partager du pain avec un enfant et remercier un garçon qui lui avait donné de l'eau. La légende disait simplement « Le président parmi nous ». La réaction fut immédiate. Beaucoup pensèrent à une mise en scène. D'autres juraient avoir vu cet homme au marché ou à l'arrêt de bus. Mais pour tous, une chose était claire. Celui qui gouverne avec les pieds dans la poussière et le cœur auprès du peuple mérite d'être suivi. Les jours suivants furent marqués par un silence lourd dans le palais présidentiel. Traoré n'accordait pas d'interview, n'apparaissait pas en public et ne commentait pas la vidéo virale qui circulait désormais dans tout le Burkina Faso. Dans chaque bar, école, église et coin de rue, on murmurait « C'était lui, j'en suis sûr ». Ce regard, ça ne pouvait être que celui de notre Ibrahim. Mais il restait silencieux. Il n'avait pas besoin de confirmer. Le message avait déjà pris racine, là où cela comptait le plus, dans le cœur du peuple. Pendant ce temps, dans le bureau présidentiel, Ibrahim convoquait des réunions avec des dirigeants qui, depuis des mois, ignoraient les cris des rues. Lors de l'une de ces réunions, il demanda à ses ministres de présenter les 5 principales plaintes des quartiers les plus pauvres. Un par un, il bégayait, consultait des documents, citait des statistiques, mais aucun ne connaissait le nom d'un seul habitant, l'odeur de la terre sèche ou le son des pleurs des enfants affamés. « Vous gouvernez des chiffres, pas des gens », dit Traoré avec un calme tranchant. Mais corriger le système de l'intérieur ne suffisait pas. Il savait qu'il devait retourner dans les rues, pas pour un spectacle médiatique, mais comme un apprenant perpétuel. Et c'est ce qu'il fit. Déguisé à nouveau, il retourna dans le même quartier où il avait rencontré Malik. Le garçon, en le voyant, courut vers lui avec l'enthousiasme d'un fils retrouvant son père. « Vous êtes revenu, monsieur ?» Ibrahim s'agenouilla devant lui et répondit « J'ai promis que je reviendrai. Et je ne romps jamais une promesse. » Cette fois, Ibrahim apporta des vivres, des médicaments et 2 médecins qui croyaient en sa mission silencieuse. Ils soignèrent des dizaines de personnes en silence, sans caméra, sans presse. La grand-mère de Malik, déjà plus forte, pleura en voyant l'homme qu'elle considérait comme un ange envoyé par Dieu, nettoyer le sol en terre de sa maison de ses propres mains. En fin d'après-midi, Ibrahim et Malik s'assirent sur la dalle d'une maison simple. Le ciel était rouge, et le vent portait l'odeur des marmites de riz préparées par les femmes dans les ruelles. Malik le regarda et dit « Monsieur, vous ne ressemblez pas à un président. » Ibrahim sourit. « Et à quoi penses-tu qu'un président devrait ressembler ?» L'enfant répondit « Quelqu'un qui écoute, quelqu'un qui comprend. » Ces mots résonnèrent comme un tonnerre silencieux dans le cœur du leader. Combien de dirigeants dans le monde écoutaient uniquement pour répondre, mais pas pour comprendre? Combien se cachaient derrière des palais et des protocoles, oubliant que gouverner, c'est servir? Traoré, à cet instant, redécouvrait le sens de tout, de sa lutte, de son uniforme, de sa jeunesse consacrée à la cause. Mais le destin ne laisserait pas ce moment sacré sans opposition. Le lendemain, un groupe de généraux apprit que le président se promenait dans les rues sans escorte, se mêlant à la populace, comme l'un d'eux le dit. L'atmosphère au quartier général s'échauffa. Certains y voyaient une faiblesse. D'autres craignaient que la proximité du président avec le peuple ne le rende incontrôlable, aux yeux des intérêts les plus sombres. Et ainsi, dans une salle fermée, on commença à comploter une nouvelle tentative pour l'écarter du pouvoir, silencieuse, subtile, mortelle. L'un des conseillers les plus anciens de Traoré, un homme discret de longue confiance qui avait combattu aux côtés d'Ibrahim
lorsqu'il dormait à même le sol et mangeait avec les mains, eut vent de la conspiration. Il entra dans le bureau présidentiel, les yeux lourds. Il prépare de quelque chose. Et ça vient de l'intérieur. Ibrahim écouta en silence. Après quelques secondes, il répondit « Alors il est temps que je descende encore plus bas. » Cette nuit-là, Ibrahim fit quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de se cacher ou de renforcer sa sécurité, il se rendit à l'émission de radio la plus écoutée du pays. Il s'assit devant le micro et, d'une voix ferme, déclara en direct « Je suis le même homme qui marche dans les rues, qui se salit debout, qui écoute les cris de chaque enfant. Si cela fait de moi une cible, eh bien je suis une cible. Mais qu'une chose soit claire, je n'abandonnerai jamais mon peuple. » La nation entière s'arrêta. Dans les villages sans électricité, on alluma des radios à piles. Dans les hôpitaux, les patients demandèrent le silence pour écouter. Au quartier général, même les conspirateurs se turent. Le cœur du pays battait avec cet homme. Il ne demandait pas le pouvoir. Il demandait la justice. Et lorsque la justice est dite avec des larmes sincères, elle désarme même les plus cruels. Le lendemain, les rues furent envahies par une foule silencieuse. Hommes et femmes brandissaient des pancartes artisanales portant des inscriptions comme « Notre président marche avec nous » ou « Ne touchez pas à Traoré ». Pas de voitures blindées, pas de coups de feu, juste des voix. Et ces voix criaient plus fort que des chars. Les généraux reculèrent. Ils savaient qu'on ne peut vaincre un homme protégé par des millions de cœurs. Ils savaient qu'il était devenu plus qu'un président. Il était devenu un symbole. Et les symboles ne saignent pas comme les hommes. Ils ressuscitent, même lorsqu'on tente de les tuer. Ce même jour, Traoré retourna dans le quartier de Malik. Mais cette fois, il ne se cacha pas. Il fut accueilli par des tambours, des danses et des larmes. La grand-mère du garçon lui offrit un collier simple, fait de graines et de tissus. C'est un cadeau des humbles, pour que tu n'oublies jamais d'où vient ta force. Il passa le collier autour de son cou, devant tous, comme s'il était couronné non pas par des rois, mais par les invisibles de l'histoire. Avant de partir, il regarda Malik dans les yeux et dit « La plus grande leçon de ma vie est venue de toi. » Le garçon l'enlaça fort, les larmes coulant sur son visage. « Vous êtes mon héros, monsieur. » Ibrahim sourit. « Non, aujourd'hui le héros, c'est toi. » Puis, d'un pas ferme, il retourna au palais. Mais rien n'était plus comme avant. Il savait que la véritable révolution ne se faisait pas avec des armes, mais avec des gestes. Que la véritable victoire n'était pas sur des ennemis politiques, mais sur l'indifférence. Et que, pour gouverner vraiment, il fallait marcher avec les pieds sales et le cœur pur. Au sommet d'une colline, le soleil commençait à se coucher à nouveau. Mais quelque chose avait changé sur cette terre. Ce n'était pas seulement l'espoir qui renaissait. C'était la certitude que, tant qu'il y aura des leaders qui écoutent avec le cœur et agissent avec humilité, la justice ne sera pas qu'un rêve, elle sera le sol foulé par les pas des justes. Des mois plus tard, une simple plaque fut érigée à l'entrée du quartier où tout avait commencé. On y lisait « Ici, un garçon a enseigné au président la valeur d'un geste. » Malik étudiait désormais dans une école construite là, nommée en l'honneur de sa grand-mère. Et Ibrahim Traoré, chaque fois qu'il passait par cet endroit, s'arrêtait en silence, touchait le collier qu'il portait au cou et se souvenait « Les véritables transformations ne naissent pas dans les palais, mais dans les rues, où les invisibles sèment des graines de justice et les courageux récoltent la rédemption. »